Le 14 juillet, TV Liberté consacrait un magazine aux préparatifs du défilé sur les Champs-Élysées à l'invitation de l'armée de terre. Toujours en juillet, TV Liberté vous propose un reportage inédit sur la Serbie et un entretien exclusif et précieux avec l'immense écrivain Jean Raspail. Et puis toujours vos émissions préférées, Tête à clash, Politique Éco, Immédiat, Perles de culture et chaque jour votre journal télévisé. TV Liberté est avec vous tout l'été, soyez au rendez-vous. Après la révélation de l'identité d'un membre de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron dans une affaire de violence en marge des manifestations du 1er mai, de nombreuses questions restent sans réponse. L'homme, visiblement adepte du coup de poing, évolue depuis longtemps chez les cadres socialistes et semble avoir bénéficié de la protection de l'Élysée dans cette affaire. Une commission d'enquête a été ouverte. Alors que la situation politique en Grande-Bretagne s'enlise, Bruxelles a préparé son plan d'action face au Brexit, au cas où aucun accord serait trouvé avec les Anglais avant mars prochain, un scénario du pire qui a de plus en plus de chances de se réaliser. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Élysée ne parvient pas à éteindre l'incendie. L'affaire Alexandre Benalla, le proche collaborateur d'Emmanuel Macron, n'en finit plus de secouer la présidence. 3 enquêtes sont ouvertes en parallèle, tandis que l'homme a été placé en garde à vue ce vendredi matin. Entre impunité et barbouzerie, les questions fusent. Licenciement, garde à vue, le pouvoir gesticule pour éteindre le feu de l'affaire Benalla. À peine 24 heures après les révélations du Monde sur Alexandre Benalla, ce proche du président Macron filmé en train de jouer des poings sur des manifestants du 1er mai dans les rangs de la police, les effets d'annonce s'enchaînent. Enquête de l'IGPN, la police des polices, enquête du parquet de Paris et commission d'enquête parlementaire. Alors que plus de 2 mois se sont écoulés sans qu'aucune investigation officielle ne soit entamée, c'est désormais la course pour laver la présidence plus blanc que blanc. Car au-delà de l'homme et de ses agissements, c'est bien sa proximité avec Emmanuel Macron qui pose problème. En effet, le président avait été informé des faits et seule une mise à pied de 15 jours sans salaire était venue pour calmer les ardeurs d'Alexandre Benalla. Une sanction jugée particulièrement légère par toute la classe politique, un jugement que ne partage pas l'Élysée, comme en témoignaient les déclarations du porte-parole Bruno Roger-Petit jeudi. Cette sanction est la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission travaillant à l'Élysée. Chargé de mission et adjoint au chef de cabinet du président de la République. On s'étonne des postes occupés par Alexandre Benalla. L'homme est présenté comme un spécialiste de la sécurité. Il avait déjà travaillé aux côtés de cadres du PS tels que Martine Aubry ou Arnaud Montebourg, qu'il avait licencié après avoir provoqué un accident de voiture et avoir voulu prendre la fuite. Un comportement instable qui n'avait donc pas échappé lors de ses précédentes missions. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur avait d'abord refusé son autorisation de port d'armes durant la présidentielle. Sur les vidéos, on observe un homme violent mais peu formé aux techniques d'interpellation, alors qu'il porte un casque des forces de l'ordre et même un brassard de police quelques minutes avant les faits de violence incriminés. Nicole Belloubet, le ministre de la Justice, a déclaré qu'aucune autorisation d'immersion avec les forces de l'ordre n'avait été délivrée pour Benalla. Des questions que Jean-Luc Mélenchon, président des Insoumis à l'Assemblée nationale, n'a pas manqué de soulever jeudi. Nous avons trouvé au moins 2 personnes qui n'ont rien à voir avec la police nationale, qui rentrent dans ses rangs, ils donnent des consignes et participent à des interpellations. J'ai dit que peut-être il y en avait une 3e. Cela signifie qu'il y a donc une organisation de sécurité à l'Élysée qui n'est pas celle des services officiels. Qui sont ces gens? Comment agissent-ils? Comment sont-ils coordonnés? Et qu'en pense le chef de l'État? Et ces soupçons de police parallèle que d'aucuns vont jusqu'à nommer barbouze ne sont que renforcés lorsque l'on apprend que Benalla œuvrait le 1er mai avec un fidèle compère, Vincent Kras, un autre collaborateur de l'Élysée. Rappelez-vous, avec la capuche grise, c'est Alexandre Benalla et l'homme au crâne rasé, c'est son camarade de jeu, Vincent Kras.
Si l'Élysée a fait savoir que Vincent Kras ne collaborait plus avec la présidence, le palais a également annoncé ce vendredi matin le lancement d'une procédure de licenciement d'Alexandre Benalla, alors même que celui-ci était placé en garde à vue. D'autres éléments à charge viendraient s'ajouter aux accusations de violence et d'usurpation d'identité à la suite de la vidéo filmée le 1er mai. Du côté de la présidence de la République, on est passé des coups de com' à la com qui en a pris un coup derrière la nuque. Silence radio. Lors de son déplacement à Périgueux pour découvrir le nouveau visage de la Marianne, Emmanuel Macron a grossièrement botté en touche sur les questions ayant trait à Alexandre Benalla. Monsieur le Président, pourquoi ne pas vouloir nous répondre sur l'affaire Alexandre Benalla ? Et donc c'est ça. C'est ça Marianne. Parce qu'on parle de Marianne, de la Poste. Il faut demander à Ives. Il faut demander à l'artiste, interrogez-la, c'est elle qui peut vous dire. L'affaire est visiblement embarrassante pour le président. Il faut dire qu'Alexandre Benalla semble très proche d'Emmanuel Macron. Ils étaient notamment sur les pistes de ski ensemble, y compris pendant une journée de congé du chargé de mission. La proximité des deux hommes paraît bel et bien dépasser les relations strictement professionnelles. Et parmi ces privilèges, on compte celui de loger dans une dépendance de l'Élysée, quai Branly, dans le 7e arrondissement de Paris, ainsi qu'une voiture de fonction généralement réservée aux policiers. L'affaire suscite donc un très grand nombre d'interrogations. Entre les accusations de milice en dehors des institutions et les questions sur les relations opaques entre Emmanuel Macron et sa garde très rapprochée, pas sûr que les différentes enquêtes puissent faire toute la lumière sur cette affaire qui a décidément tout de l'affaire d'État. La Commission européenne anticipe un Brexit dur. Le scénario d'une sortie sèche du Royaume-Uni étant de plus en plus crédible, l'institution a publié un plan à l'intention des 27 États membres. La Commission européenne fait décidément parler d'elle cette semaine. Après avoir infligé une amende record à Google, elle a publié jeudi un plan d'action à destination des États membres en cas de Brexit dur, c'est-à-dire de sortie brutale, sans accord de Londres, du giron bruxellois. Pour rappel, il y a déjà plus de 2 ans, les sujets britanniques ont voté en faveur d'une sortie de l'Union européenne, une sortie qui doit être effective le 30 mars 2019. Pour permettre une sortie en douceur, les partis en présence avaient opté pour la mise en place d'une période de transition allant du 30 mars 2019 au 31 décembre 2020. Une période que le plan proposé par la Commission rendra tout bonnement caduque si aucun accord n'est trouvé avant le 30 mars 2019. Cela signifierait alors que le Royaume-Uni deviendrait du jour au lendemain un État tiers avec toutes les conséquences juridiques et économiques que cela comporte. Il reste donc 8 mois à Londres pour trouver un accord avec Bruxelles. Pas une mince affaire pour le Premier ministre Theresa May qui devra d'abord réussir à serrer les rangs dans un paysage conservateur clairsemé. Si les conséquences immédiates du vote en faveur du Brexit n'ont pas été le cataclysme prédit par de nombreux observateurs, la crainte d'un no deal, c'est-à-dire d'une sortie sans accord, également appelée Brexit dur, est aujourd'hui bien présente et est même devenue une menace brandie par le chef des négociations, le très politicien français Michel Barnier. En pratique, la Grande-Bretagne peut tout de même se faire du souci, tout comme l'Union européenne, car cette sortie inédite entraînera des conséquences qui pourront être fâcheuses pour tous. Ainsi, s'il est question médiatiquement de la fuite des champions de la finance de Londres vers Paris, ce mouvement semble en réalité être à relativiser. En revanche, les entreprises ont plus de soucis à se faire. Si les grosses structures ont pris leurs dispositions, les plus petites, de type TPE-PME, vont connaître de sérieux problèmes. Ainsi, en cas de sortie dure, le Royaume-Uni, redevenu un pays tiers, effectuera des contrôles aux frontières, ce qui peut être bénéfique en matière de sécurité, mais qui provoquera des lenteurs dans les circuits économiques avec le continent. Qui dit État tiers dit aussi droit de douane avec les frais que cela engendre pour les entreprises, mais aussi les contraintes administratives. Le statut des expatriés européens et britanniques posera également la question du droit de séjour non garanti. Avec son plan, la Commission a montré au Royaume-Uni qu'elle ne se laissera pas faire. Le Royaume-Uni a eu la belle vie dans l'Union européenne, profitant des avantages sans en subir les inconvénients. Il faudra maintenant faire des choix. Les récentes déclarations de Donald Trump visant à pousser Londres vers une sortie sèche de l'UE ont donc eu une réponse de la Commission et les Britanniques semblent donc devoir choisir entre Washington et Bruxelles. Si l'on considère l'histoire de nos voisins outre-Manche, lors du siècle passé, la balance devrait pencher vers l'oncle Sam. Mais avec la personnalité changeante de son président, l'affaire peut être plus compliquée. Le Brexit, voté en 2016, n'en est finalement qu'à ses débuts.
Et le processus de sortie du Royaume-Uni du giron bruxellois laisse la place à de nombreuses incertitudes, parmi lesquelles la réaction que cela provoquera sur les agents économiques. Le vote du Brexit n'a pas entraîné une déroute économique, mais devenir un pays tiers n'est clairement pas la même chose. Les rapports avec Washington seront donc scrutés de près, tout comme ceux avec l'Écosse et l'Irlande du Nord, dont les électeurs s'étaient prononcés en défaveur du Brexit. C'est un pan de la cybercriminalité dont on ne parle pas beaucoup. Le commerce sur le net d'animaux sauvages, vivants ou morts, est pourtant un marché de plus en plus lucratif. En un seul clic, toutes les espèces du globe deviennent vulnérables. Fauves, rapaces, reptiles, éléphants, rhinocéros, rares sont les animaux épargnés par la cybercriminalité. Un rapport du Fonds international pour la protection des animaux tire la sonnette d'alarme. Le trafic représenterait la deuxième menace d'extinction pour les vertébrés et le quatrième commerce illégal le plus juteux après la drogue, les armes et les êtres humains. Et si le braconnage n'est pas nouveau, l'essor d'Internet n'a fait que doper un trafic déjà très lucratif. Mort ou vif, tout y passe, depuis la poudre de cornes de rhinocéros pour ses prétendues vertus aphrodisiaques, aux primates comme animal de compagnie. Les enquêteurs de l'ONG se sont concentrés sur 4 pays, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Russie. Et si l'enquête fait l'impasse sur 2 plaques tournantes de ce trafic que sont la Chine et les États-Unis, 6 semaines ont suffi pour découvrir près de 12 000 spécimens d'espèces sauvages et menacées en vente pour une valeur totale estimée à 3,2 millions d'euros. Les tristes vainqueurs des ventes, les reptiles, juste devant les oiseaux. Les ventes de mammifères ou de morceaux de mammifères représentent une vente sur 20, 80% des spécimens étant vendus vivants. On trouve donc de tout, de la fourrure au pot en passant par des primates vivants. En Russie, on peut notamment se procurer des ours ou des singes de toutes sortes, du ouistiti à l'orang-outan. La mère patrie excelle également dans le trafic d'aigles, de jaguars, de yaks et d'antilopes. Dans le rapport, on trouve également d'autres ventes étonnantes avec des salamandres, des tritons, des requins et des coraux vivants ou en morceaux. 11% des ventes sont également représentées par le commerce d'ivoire, un commerce dont la France est particulièrement friande. Un produit qui souffre d'une législation difficile à faire appliquer. En effet, la loi autorise la vente d'ivoire au sein de l'UE uniquement s'il est antique, soit avant 1947, un élément difficile à prouver. Et même s'il faut un certificat, seuls 40% des annonces postées sur les sites français se déclarent comme une vente légale. Chaque année, entre 20 000 et 30 000 éléphants d'Afrique sont abattus pour ce trafic, un massacre qui accélère la disparition de l'espèce. Et face à ce commerce, Facebook, eBay ou Instagram ont déjà fait savoir que toutes les annonces identifiées comme ayant trait à ce trafic seraient retirées. Alors si les GAFA le disent, on peut leur faire confiance. Ou pas. Et à présent, passons à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Donald Trump veut jouer le match retour. Quelques jours après le sommet d'Helsinki, le président américain a invité Vladimir Poutine à se rendre à Washington durant l'automne afin de poursuivre le dialogue. La dernière visite du chef d'État russe aux États-Unis remonte à 2007. Il avait passé 2 jours dans la résidence de la famille Bush. 24 et 8 qui font 32. L'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye a été condamnée ce vendredi à 8 ans de prison pour avoir bénéficié illégalement de fonds des services de renseignement. Elle a été reconnue coupable d'avoir touché un total de 2,6 millions d'euros détournés des caisses des services de renseignement par l'entremise de leur patron. Cette peine s'ajoute à celle qu'elle purge déjà. Park Geun-hye est déjà en prison après sa condamnation à 24 années de réclusion pour abus de pouvoir et corruption. La chicha n'échappe pas à la contrebande. Près de 740 kilos ont été saisis par les agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières en région parisienne. Les protagonistes de l'organisation criminelle ont été interpellés puis remis au service national de douane judiciaire. Il s'agit de la première saisie de ce type en France, mais ce business très lucratif attire de plus en plus de malfaiteurs autrefois spécialisés dans les stupéfiants. La CGT fait chou blanc. Jeudi, le principal syndicat des cheminots avait appelé à l'arrêt de travail, mais rassurez-vous, la grève est passée totalement inaperçue et les trains ont circulé normalement. La CGT avait l'intention de maintenir la pression alors que les syndicats et le patronat se rencontraient pour avancer sur la convention collective nationale qui remplacera le statut des cheminots à partir de 2020. Ne voulant pas rester sur un échec, une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 27 juillet.
Adieu France 4 et France O. Jeudi, le gouvernement a rendu public ses arbitrages sur l'audiovisuel public et table sur une économie de 200 millions d'euros par an. Dans le détail, France Télévisions devra faire un effort de 160 millions d'euros par an contre 20 millions d'euros annuels pour Radio France. Pour ce faire, l'exécutif a annoncé l'arrêt des chaînes TNT, France 4 et France O. Pour éviter toute polémique, les programmes des deux chaînes continueront d'être diffusés sur les autres canaux du groupe. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, nous vous invitons à lire le quotidien présent de fin de semaine. À la une, l'affaire Macron-Benalla qui ne fait que commencer. Et ce soir, retrouvé immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp évoquent les émeutes sur les Champs-Élysées, le cas des journalistes Éric Zemmour, Frédéric Tadei et Frédéric, un autre, Aziza. Et puis également au programme Tête à Clash, Franck Tanguy reçoit François Berthe, Olivier Piacentini, Christian Brosio et Charles de Bourbon-Parme. Ils débattront de la Coupe du Monde, des créations d'entreprises en France, de la rencontre entre Trump et Poutine et de la destination de vos vacances. En France, il y a quelques années, comme vous disiez très justement tout à l'heure, vous pouviez chanter tant que vous vouliez l'hymne national, les gens ne bougeaient pas, ne se levaient même pas. Et là, ça a changé. Tout ça va et vient, et en France, en ce moment, moi je trouve ça bien, moi je suis pour. Complètement pour. Vous faites moins grise mine, Charles. Non, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les paroles qui me dérangent. Mais maintenant, c'est l'hymne national de mon pays, j'aime mon pays, donc je me lève. Mais ne me demandez pas de le chanter. Dimanche, Jean-Pierre Mogendre vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré à l'immigration et aux droits des peuples. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnole avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Bonsoir. Que ce soit au village ou dans la région parisienne, sur 4 de mes voisins, 2 s'occupent d'un proche âgé, alzheimerien ou parkinsonien, sans parler de moi qui assume une permanence à mi-temps en banlieue auprès d'un vieux monsieur, comme je vous l'ai dit, et qui n'a plus toute sa tête. Ce qui fait que j'estime à la moitié de la population française environ ceux qui, d'une manière ou d'une autre, à plein temps ou non, sont au service d'autrui. Je ne parle pas là des professionnels, je parle de ceux qui ne sont pas payés pour ça. Vous allez me dire c'est une évidence, que c'est vraiment un sujet, et ça a toujours été comme ça, etc. Oui, en effet, jusqu'à une quarantaine d'années, ça a toujours été comme ça, mais la société, et c'est là la différence, ne vous parlez pas tout le temps de votre liberté et de votre indépendance. Elle ne vous parlez pas de votre réussite individuelle à tout bout de champ. Elle ne vous invitez pas à vous réaliser pleinement, parce qu'elle savait, la société, qu'une moitié des gens n'avaient pas toute sa liberté d'entreprendre, de faire des choses, de voyager, de s'enrichir, parce qu'elle devait s'occuper de l'autre moitié et qu'il fallait que quelqu'un le fasse. Alors on me répondra, il y a des gens maintenant qui sont payés pour le faire. Et là, c'est moi qui vous réponds, mais payer combien et pour le faire comment? Payer très très mal et pour le faire très très mal. Payer pour venir 1 heure par jour, alors qu'à 18 heures, le vieux monsieur, la vieille dame sont la proie des gamins de 14 ans du quartier qui défoncent les grilles, qui cassent les carreaux, qui mettent le feu aux poubelles, le tout dans l'indifférence générale. En revanche, il est fréquent que ceux qui font ce qu'il faut auprès des vieux et des malades ne soient pas payés du tout. Donc là où je veux en venir, c'est comme toujours à la comparaison entre une réalité observable, qui est que la moitié des gens ne sont pas libres parce qu'ils ont de la générosité, le sens du devoir, parce qu'ils s'occupent de tout et de tous, même des animaux d'ailleurs qui les entourent. Ça, c'est la réalité. Puis il y a le fantasme, l'illusion, le mensonge permanent, c'est qu'il faut vivre pour soi, il faut songer d'abord à soi, on vous dit que c'est une question d'équilibre. D'abord, c'est pas vrai, hein. Une grande part des gens qui n'ont pas une minute à eux, parce qu'ils s'occupent des autres, sont plus équilibrés que les gens libres. Mais alors, vous me direz, s'ils sont équilibrés, d'où vient le problème? De quoi se plaignent-ils et de quoi vous plaignez-vous? Eh bien, de ce que le discours officiel, et là je suis désolé, on en revient toujours là, le discours officiel personnifié, je n'y peux rien, par le président de la République, va toujours dans le même sens, sois autonome, passe des diplômes, monte ta boîte, réussis, prends la vie à bras-le-corps.
Comme aurait dit Georges Brassens, on prend la vie à bras-le-corps, sauf les manchots, ça va de soi. Mais c'est pas seulement une plaisanterie. Au lieu de dire à tout bout de champ, secouez-vous, investissez, entreprenez, réussissez, le président de tous les Français devrait dire, vous qui pouvez rien faire de tout cela parce que vous êtes affaibli par la vie ou parce que vous êtes au service d'un plus faible, le pays vous respecte et vous honore. Il allège votre fardeau fiscalement, par exemple, ou psychologiquement, c'est toujours ça. Mais c'est pas du tout le cas. Et il n'y a pas, dans le discours du président de la République, ni dans celui des élites futures qui l'ont porté au pouvoir, le moindre égard pour ceux qui ne produisent pas parce qu'ils s'occupent d'autrui. On me répondra là encore que le secteur des soins à la personne est une source d'emploi et d'investissement aussi. Eh bien, cette marchandisation des soins qu'on prodigue à autrui n'a qu'un seul objet: rompre les liens de gratuité, de bonté, de désintéressement qui existent entre les êtres. C'est elle qui permet à un fils unique, par exemple, d'accepter d'aller travailler à 600 km de sa mère malade pendant que quelqu'un d'autre va s'en occuper. Mais celui qui s'y refuse pour s'occuper lui-même de sa mère malade devient un paria. Il n'y a plus de salaire, il n'a plus de considération, il n'a plus de temps pour créer, pour construire, la société ne lui est reconnaissante de rien. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, mais c'est déjà pas mal. C'est le quotidien de millions de Français qui n'ont même pas le temps d'aller voter, visiblement, sans quoi le résultat n'aurait pas été le même. Mais ils vont peut-être le prendre un jour, le temps d'aller voter, quand quelqu'un consentira à leur parler d'eux-mêmes. Comme je viens de le faire, oui, un peu, ça m'arrive parfois. Et vous pouvez vous en convaincre davantage en allant sur la chaîne Campagnol TVL. Merci.